Je l'ai suivi, je crois, sur Top Congo. Il a dit quelque chose très révélatrice. Il dit lorsqu'il était à la tête de la banque, la seule banque qu'on avait avec capitaux congolais, à 3 reprises, ils ont été cambriolés. C'était la seule banque que l'on cambriolait. Ils ont été victimes de braquages à 3 reprises. Mais lorsqu'ils ont revendu la banque, plus jamais cette banque n'a été cambriolée. Il y a eu des braquages, braqués. Il n'y a plus jamais elle a été braquée. C'était pour dire, le fait que ce soit une banque tenue par le Congolais, gêné. Ok. Parce que lorsqu'on parle de l'identité d'un peuple, c'est aussi se rassurer que vous lui donnez la fierté, la dignité de se sentir chez soi. Okay. Il ne faudrait pas que pour vivre chez moi, j'aille me plier en 4 parties pour mendier auprès d'un banquier ou d'une banque étrangère, dès lors qu'il y a possibilité que nous-mêmes aussi, ici au Congo, que nous puissions avoir des banques avec des capitaux propres aux Congolais. Ce que le gouvernement doit faire, au-delà des actions administratives à mener, il faudrait que le gouvernement mette aussi en place une politique qui tend à changer la mentalité, à toucher à la culture du Congolais lambda, pour que celui-ci puisse finalement se réapproprier de son pays, pour comprendre que ce que je touche comme salaire, ce que je gagne comme argent, ne devrait pas simplement finir dans des dépenses à gauche et à droite, mais devrait aussi être investi. On ne ferait pas un bon leader. Nous bénissons Dieu aujourd'hui parce qu'en République démocratique du Congo, petit à petit, nous devenons une école que les autres nations pourraient imiter. Nous avons une première ministre femme. Okay. Lorsque j'ai appris la nouvelle qu'on venait de nommer une femme comme première ministre, j'étais très réconforté parce que il y a déjà un ouvrage qui était sur le point d'être publié. Okay. Et aujourd'hui, il est question que la femme, partant de cet ouvrage, comme nous l'avons dit, que la femme parvienne à briser ce que nous avons appelé un plafond de verre. Okay? Ce plafond qui la limite, mais qui en réalité peut être brisé. Et ce plafond a été construit, mais aussi maintenu par plusieurs barrières ou forteresses au niveau international. Ce qu'il nous faudrait aujourd'hui, cher Delphin, c'est de nous asseoir, nous regarder droit dans les yeux et proposer des pistes et des solutions qui soient objectives, qui s'éloignent de tout militantisme, de tout fanatisme pour proposer une véritable thérapie qui guérisse totalement la nation. Avant d'aller aux propositions, répondez. Lorsque l'on considère le besoin, en tenant compte de la démographie, en tenant compte du défi du développement, et l'on considère aussi ce que nous avons comme budget aujourd'hui, qu'il faudrait d'ailleurs féliciter parce que ça monte de manière extraordinaire, mais ça ne représente encore rien par rapport aux véritables besoins que nous avons. Okay. Voyez-vous? Parce qu'aujourd'hui, la RDC importe plus de 3 milliards de dollars en termes de produits à consommer. Voyez-vous? 3 milliards de dollars que nous sommes obligés de débourser chaque année pour pouvoir vivre, pour manger, pour boire, pour nous habiller. Donc c'est un manque à gagner pour la RDC. C'est un manque à gagner énorme et cela prouve à suffisance que nous devons très vite repenser notre vision, la vision que nous avons sur l'avenir. Pourquoi? Parce que on ne peut pas prétendre être souverain si on continue à dépenser autant pour pouvoir manger, dès lors que nous avons un des sols les plus riches, 80 millions d'hectares de terres arables, nous avons autant de rivières, où nous avons un fleuve, nous avons des cours d'eau, nous avons des lacs. Aucune portion de notre terre ne sera cédée. Peuple congolais. Le Congo a besoin de ses dignes fils pour essayer un peu de réfléchir aux choses qui vont permettre à ce que la RDC aille de l'avant. Dans cette émission Labo Spirituel, nous invitons les têtes bien faites de la République pour que nous puissions parler Congo, parler la spiritualité du développement. Le dimanche écoulé, j'étais avec
l'archevêque supérieur de Dokamba, et après c'était David Pololangui qui est l'évêque général de l'église du Réveil du Congo. Après, le dimanche, j'étais avec le prophète Denilé, c'est lui aussi, c'est l'évêque. Vous étiez très nombreux à vouloir à ce que nous puissions inviter un scientifique, un pasteur, un homme qui voit le Congo en grand, un coach. Il est ici avec nous. Lui s'appelle Dr Silas Makangu. Il est responsable de l'église Cité-Rama, écrivain, l'âme qui voit le Congo en grand. Il est ici avec nous. Dr Silas, soyez le bienvenu. Merci Delphin. Bonsoir à vos téléspectatrices et vos téléspectateurs. Ça a toujours été un plaisir pour nous que d'être sur ce plateau pour pouvoir cogiter, pour pouvoir parler de ce qui nous touche en tant qu'Église, en tant que nation, mais aussi en tant que société. Parce que c'est par la qualité de nos réflexions que nous pouvons demain concevoir un Congo fort et meilleur qui à la fois joue son rôle reçu de la vocation de Dieu, mais aussi qui soit un cadre idéal où les hommes et les femmes peuvent aisément prospérer. Alors, quand j'annonçais que j'allais vous recevoir aujourd'hui, il y a un Ivoirien qui m'a appelé pour me dire « Mais pourquoi vous les avez laissés comme ça? Ils ont besoin de vous aussi pour vos enseignements. » Bon, on essaye dans la mesure du possible d'être utile à tous ceux qui croient en nous, qui croient en notre appel. Mais je crois que via les réseaux sociaux, c'est toujours possible de rester connecté par nos comptes Facebook, notre chaîne YouTube. Ils pourraient souscrire, ils pourraient s'abonner. Comme ça, ils seront tenus au courant de tous nos déplacements, mais aussi de toutes les activités que nous tenons dans le cadre de l'édification du peuple de Dieu que nous sommes. Donc c'est déjà pour moi un réel plaisir que de savoir à des milliers de kilomètres qu'il y ait quelqu'un qui croit en nous et qui se laisse abreuver, qui se laisse édifier par nos enseignements. Alors, je précise que vous êtes responsable de l'église Cité-Rama. Cette émission est en direct sur Univers Télévision, aussi en direct. Vous êtes en train de nous suivre depuis les Gabon, Côte d'Ivoire, Cameroun, un peu partout, parce qu'on est sur Canal+, fréquence 363, avec mon invité d'aujourd'hui, le docteur Silas Makangu. Il y a un sujet important, la RDC face aux impératifs. On en parle, il est ici avec nous. Je précise que c'est un écrivain. Mais avant tout, j'aimerais que vous puissiez d'abord payer les arriérés du public. Docteur, ça fait autant de mois que les gens attendent que vous puissiez sortir encore un autre livre. Parce qu'eux aiment. Quand vous réfléchissez, il ne faut pas que ça puisse pourrir en vous. Il faut le mettre par écrit. À quand un nouveau livre? Voilà, si je peux trahir mes collaborateurs, je leur aurais laissé la primaire de pouvoir annoncer cela. Mais je crois que pour le mois d'août, mi-août, nous allons procéder au vernissage de notre nouveau ouvrage intitulé intitulé Leadership au féminin. Cet ouvrage a pour mission principale d'encourager la femme congolaise, la femme africaine, à comprendre que le leadership n'a pas de genre, que l'on soit homme, que l'on soit femme. Autant Dieu peut donner une vocation à un homme, autant il peut la donner à une femme. Mais le plus grand problème que nous rencontrons aujourd'hui, c'est que nous sommes dans des sociétés où la femme a été marginalisée et cette marginalisation a mené à ce que la femme se sous-estime, que la femme cesse de croire en elle-même parce que la société ne croit pas en elle. Et aujourd'hui, ces femmes ont réduit leur avenir généralement dans le mariage. Pourtant, nous croyons que le mariage est une bénédiction. Nous souhaitons que toutes les femmes soient mariées, mais il ne faudrait pas que les mariages deviennent aussi un mouroir ou encore un cimetière de talents et de vocations. La femme qui est démographiquement majoritaire en termes du nombre par rapport à l'homme, cette femme est aussi détentrice des talents. Elle est aussi détentrice des dons. Certaines d'entre elles ont fait de très bonnes études. Elles sont détentrices de compétences dont la nation, la société a besoin. Mais malheureusement, cette vision que nous avons de la féminité nous a amené à croire
qu'une femme ne ferait pas un bon leader. Nous bénissons Dieu aujourd'hui parce qu'en République démocratique du Congo, petit à petit, nous devenons une école que les autres nations pourraient imiter. Nous avons une première ministre femme. Okay. Lorsque j'ai appris Madame la nouvelle... Ginette Tuluka. Lorsque j'ai appris la nouvelle qu'on venait de nommer une femme comme première ministre, j'étais très réconforté parce que il y a déjà un ouvrage qui était sur le point d'être publié. Okay. Et aujourd'hui, il est question que la femme, partant de cet ouvrage, comme nous l'avons dit, que la femme parvienne à briser ce que nous avons appelé un plafond de verre. Okay? Ces plafonds qui la limitent, mais qui en réalité peut être brisé. Et ce plafond a été construit, mais aussi maintenu par plusieurs barrières ou forteresses. Nous avons des forteresses d'ordre religieux. Quand je dis ordre religieux, c'est-à-dire que ces forteresses n'ont rien à voir avec la Bible, mais plutôt avec notre interprétation de la Bible, qui nous a fait croire que Dieu a exclu la femme. Et pourtant, lorsqu'on lit la Bible, très bien de Genèse à l'Apocalypse, vous remarquerez combien est important le rôle que la femme a joué au niveau de famille, au niveau de la société et même en termes de leadership. Nous avons des femmes telles que Déborah, nous avons des femmes telles que Myriam, la sœur de Moïse, qui a siégé dans les conseils exécutifs de ce gouvernement dans le désert, qui a fait à ce que le peuple puisse être conduit vers la terre promise. Nous avons des femmes extraordinaires dans la Bible. Il y a cette forteresse ou encore cette barrière pesanteur que la femme devrait aussi apprendre à transcender pour s'affirmer en tant que créature de Dieu, mais aussi en tant que celle qui contribue à l'épanouissement et à l'avancement de la société. Autre barrière ou forteresse qu'il faudrait renverser, c'est du point de vue culturel. Voyez-vous, vous remarquerez que la jeune fille qui vit en Europe a plus de foi en elle-même que celle qui vit ici chez nous, en Afrique, simplement parce que notre culture a relégué ou a limité le rôle de la femme dans la cuisine. La même femme qui peut préparer à manger peut aussi résoudre les questions qui touchent à la survie de la société ou de la nation. Mais parce que nos pères disaient que la femme, elle est conservatrice des valeurs. Il ne faut pas l'exposer dans des milieux où il y a vraiment la masculinité. Est-ce que ce n'est pas ce qui a poussé aujourd'hui vers voir qu'il y a plus de dépravation de mœurs avec la femme parce qu'on l'a tellement exposée? Je pense au contraire que notre monde est en train de suffoquer, de périr aussi parce que on n'a pas laissé à la femme d'apporter sa petite pierre de contribution dans la construction, dans l'érection de ce que nous appelons une société nationale. Le fait de laisser la femme venir travailler dans le bureau, de venir être sur un plateau de télévision pour animer une émission, de piloter un avion, partir de Kinshasa vers Lubumbashi, ne réduit en rien la solidité de nos familles, mais au contraire, donne aussi un très bel exemple et aux garçons et aux filles pour leur faire comprendre que le cerveau n'a pas de genre et le leadership non plus n'a pas de genre. Donc le 15 août, Dieu voulant, nous allons procéder au vernissage de ces chefs-d'œuvre. Voilà, je ne veux pas vider la matière par rapport à ces livres qui est déjà dans l'armoire. Bientôt là, nous allons consommer vos idées. Mais notre thématique d'aujourd'hui, docteur Silas, la RDC face aux impératifs de l'heure. Qu'est-ce que vous voulez dire aux Congolais en choisissant ces sujets? Bon, il faut d'abord savoir que lorsqu'on parle de la RDC, je la conçois comme une entité vivante. Voyez-vous? Et en tant qu'entité vivante, une entité née, elle grandit, elle traverse différentes crises, mais elle peut aussi connaître une mort, une disparition. Parce que nous ne sommes pas les premiers pays à exister. Avant nous, il y a eu des empires, il y a eu des royaumes, il y a eu des communautés, des États qui ont eu à exister et qui aujourd'hui ne sont que évoqués dans l'essence de l'histoire, parce qu'on veut les évoquer du point de vue historique. Nous avons des empires romains, nous avons les Aztèques, ok? Nous avons beaucoup d'autres, nous avons la Grèce antique, nous avons la Macédoine, nous avons l'empire perse qui autrefois ont existé et qui ont eu à exercer une certaine hégémonie sur le plan géopolitique, sur le plan international, mais qui ont fini par être déstructurés à cause de problèmes auxquels
ces États, ces nations ont eu à faire face, mais aussi généralement parce que leur intelligence n'a pas été élevée à la hauteur des enjeux ou des problèmes auxquels ils ont fait face. Ce qui signifie qu'en tant qu'État, en tant qu'une nation, il faudrait savoir, cher Delphin, qu'il existe des impératifs. Ok. D'abord, du point de vue géopolitique ou géostratégique, je dirais, chaque nation, chaque État fait face à des impératifs. Premier impératif, c'est l'impératif de la survie. Un État se bat chaque jour pour continuer à survivre. Survivre dans son espace, survivre dans ses valeurs, survivre dans ses ambitions, survivre, voyez-vous. Deuxième impératif, c'est l'impératif de la puissance. On ne peut pas survivre en tant qu'État si on ne parvient pas à se présenter aux vies des autres comme étant un État puissant. Ok. Parce que la question de la cohabitation entre États est régie par la loi de la force. Les États n'ont pas d'âme. Les États n'ont pas d'amitié. Les États n'ont que des intérêts. Et la poursuite des intérêts doit être perçue par un État comme une vocation naturelle, sinon il finit par mourir et périr. Et à l'ère où nous sommes, la RDC, avec tout ce qu'elle regorge et tout ce qu'elle représente, le monde extérieur nous perçoit comme un enjeu, comme un espace où chacun peut vouloir venir puiser ce dont il a besoin, d'autant plus que, heureusement ou malheureusement, nous sommes un des rares sols au monde qui regorge à lui seul autant de minéraux. Et parmi ces minéraux, nous avons ce qu'on appelle les minéraux stratégiques et les minéraux critiques. Minéraux critiques à cause du besoin dont l'humanité a besoin par rapport à ces minéraux, mais ils sont critiques à cause de la faible quantité qu'elle représente. Donc bientôt là, elle va finir d'où il va finir ces minéraux, d'où il faudrait que ceux qui savent utiliser ces minéraux viennent vite puiser. Or, comment ils vont le puiser? Parce que ces minéraux ne sont pas chez eux, ils sont chez nous. Donc nous devenons à la fois une menace pour la survie de ces États qui ont besoin de nos minéraux. Minéraux stratégiques parce qu'on peut les utiliser dans le domaine de l'armée ou de la défense. Voyez-vous? Et pour cela, les autres nations nous regardent. Ils ont une perception différente que celle que nous avons de nous-mêmes. Donc c'est comme si nous sommes leur proie. Nous sommes leur proie, pas seulement que nous sommes leur proie, il ne faudrait pas dramatiser les choses parce que les États se considèrent comme ça. Il y a un groupe qui se croit être le prédateur et un autre que l'on regarde comme étant la proie. Ceux qui font partie des proies sont les nations qui sont faibles, qui sont dans l'incapacité à pouvoir se défendre par eux-mêmes. Est-ce que c'est le cas d'abord de la RDC? Nous sommes une nation faible. Nous sommes une nation faible, scientifiquement honnête, je voulais dire, honnêteté intellectuelle oblige, nous devons reconnaître qu'aujourd'hui, nous sommes une nation faible, mais qui est en train de construire sa puissance. Parce que vous risquez d'énerver les patriotes qui sont à la maison en disant que nous sommes une nation faible. On nous a toujours fait gober que la RDC est potentiellement riche. Nous sommes une nation faible en train de construire sa puissance. Écoutez, vous ne pouvez pas guérir une maladie à moins de la reconnaître, à moins de la diagnostiquer. Dire ça, ce n'est pas être moins patriotique. C'est d'ailleurs ça la véritable patriocratie. Honnêteté intellectuelle oblige, nous devons nous amener à comprendre qu'en tant qu'État, nous sommes aujourd'hui un État fragile. Sans pour autant dramatiser, sans pour autant être un prophète des malheurs, notre intelligence stratégique devrait aussi consister à proposer des pistes et des solutions pour très vite guérir cet État malade et fragile, afin que cet État ne soit pas seulement relevé, ne soit pas seulement restauré, mais que cet État joue aussi sa vocation géopolitique qui est celle d'être à la tête d'être la locomotive Docteur au niveau Silas, de la région africaine. Docteur Silas, il y a des chercheurs, il y a des étudiants qui sont en train de nous suivre. Quels sont les indices qui prouvent que la RDC est un État faible? Parce qu'il y a ceux qui pensent par rapport à notre démographie, notre grandeur, notre population, on ne peut pas être faible devant ces petits pays du Rwanda.
Bon, je ne vais pas parler du Rwanda parce que Non, la RDC, je la prends un RDC, exemple. Je prends un exemple. La RDC, il ne faut pas toujours prendre le Rwanda comme un épouvantail. La RDC n'existe pas pour le Rwanda. Voyez-vous? Donc le Rwanda existe pour nous? Chaque État vit, chaque État existe de manière indépendante. Il ne faudrait pas toujours associer la survie de la RDC par rapport au Rwanda. Nous avons tout ce qu'il faudrait pour que le Rwanda cesse d'être une menace. Nous avons tout ce qu'il faut pour que le Rwanda cesse d'être une menace, un épouvantail qui doit à tout moment nous enlever la paix. Nous avons tout ce qu'il faudrait pour être un État craint et respecté au niveau de la région, mais aussi un État envié au niveau mondial, au niveau international. Ce qu'il nous faudrait aujourd'hui, cher Delphin, c'est de nous asseoir, nous regarder droit dans les yeux et proposer des pistes et des solutions qui soient objectives, qui s'éloignent de tout militantisme, de tout fanatisme pour proposer une véritable thérapie qui guérisse totalement la nation. Avant d'aller aux propositions, répondez à ma question. Quels sont les éléments qui démontrent que la RDC est un État faible? La faiblesse de notre État, aujourd'hui, je vais évoquer 3 faits. Notez à la maison. Premier fait, c'est la difficulté que nous avons à veiller sur l'intangibilité de nos frontières. Cette difficulté. Et cette difficulté, lorsqu'on en parle, j'aimerais que vous me saisissiez très bien, ce n'est pas un procès que l'on fait au régime actuel. Parce que depuis 1960, le Congo n'a jamais presque réussi à être fort. Même lorsqu'on croit que les Zaïre à un moment étaient forts, il ne l'a jamais été. Je vous dirai par exemple, lorsqu'on dit que les problèmes que nous avons aujourd'hui commencent depuis 1994 et parce que les troupes rwandaises d'Abiyarimana sont entrées chez nous, mais il faudrait aussi se poser la question, à quoi ressemblait notre système sécuritaire en 1994? Déjà en 1994, les Zaïre n'étaient presque plus un État. Fouettés par la zarianisation, fouettés par les dépillages. Regardez déjà c'est à quoi ressemblait notre administration en 1994. Regardez à quoi ressemblait notre armée, dont les officiers supérieurs s'étaient presque tous convertis en hommes d'affaires. Chacun avait une balinière, chacun avait un port maritime, fluvial et ainsi de suite. Regardez à quoi ressemblait la qualité de l'enseignement déjà en 1994. Donc déjà à ce moment-là, nous n'étions pas prudents. Pourquoi? Parce que nous avons raté de guérir la nation lorsqu'il a été hospitalisé à la conférence nationale souveraine. L'émission s'appelle La Bourse spirituelle, comprenez. On a raté de guérir la nation à la conférence nationale souveraine où on a eu un véritable débat intellectuel, où on a eu de véritables propositions. Quand vous regardez par exemple ce que la MOSA, l'association des moralistes zaïrois, avait proposé à l'époque comme piste de solution pour guérir les mal zaïrois, on a raté. Pourquoi? À cause du politisme. Voyez-vous, on a laissé les débats politiciens. À cause de l'ego, à cause du politisme, dirais-je. Pourquoi? Parce qu'on a laissé les débats politiciens prendre le dessus sur le débat national. Il y a une différence entre les débats nationaux? Évidemment, parce que on peut gagner un débat politicien sans faire gagner la nation. C'est ici d'ailleurs qu'il est important de relancer un appel aux hommes politiques. Ils sont en train de vous suivre. Pour que ces hommes politiques prennent beaucoup plus la posture d'homme d'État et non pas d'homme politique. Parce que généralement, en tant qu'homme politique, chacun voudrait avoir raison, chacun voudrait voir les cahiers de charges de son regroupement politique gagner. Alors que les hommes d'État sont ceux-là qui transcendent les clivages politiciens, ils transcendent les clivages politiciens et militantistes et ils sont en train de se projeter dans les générations à venir. Ils ne pensent pas qu'aux élections prochaines, ils pensent plutôt au legacy. Ils pensent à l'héritage qu'ils vont léguer aux générations à venir. La difficulté que j'étais en train de le dire, de pouvoir assurer notre sécurité et pouvoir préserver l'intangibilité de nos territoires prouve à suffisance que nous sommes un État faible. Donc nos frontières étaient poreuses depuis longtemps.
Non, c'est depuis longtemps, vous le savez si bien. Mais on nous a toujours dit que l'armée de Mobutu, c'était une armée très forte. À l'époque même, on allait dans les pays voisins pour aller prêter main forte, ainsi de suite. Si vous dites ça, les gens qui ont travaillé avec Mobutu risquent de se fâcher à la maison. Ben écoutez, j'ai réfléchi en tant qu'intellectuel. Ok. Sans faire un procès à ces dignes fils de Maréchal Mobutu, qui a porté très haut l'étendard de la République et qui a donné à la République une certaine visibilité, une certaine viabilité sur le plan diplomatique, sur le plan géostratégique. Mais il faudrait aussi situer les choses dans leur contexte. Ok. Le Mobutu fort est le Mobutu qui gouverne et qui règne durant ce qu'on appelle la période de la guerre froide. En d'autres termes, il n'est pas fort parce qu'il a réussi à se faire fort, à se construire en tant qu'homme fort. Il est fort parce qu'il a bénéficié d'un contexte géopolitique international qui lui a donné une stature de gendarme. Ok. Voyez-vous, du bloc capitaliste, afin de contrecarrer la montée ou encore de contrecarrer les intérêts du bloc socialiste. Raison pour laquelle vous constaterez que dès que on est parti du bipolarisme, où il y a eu la chute du mur de Berlin, où il y a eu dislocation de l'Union soviétique, vous allez vous rendre compte que le régime mobutien n'a pas échappé aux conséquences. Pourquoi? Parce que, à vrai dire, nous n'avions pas en nous-mêmes une politique étrangère qui nous soit propre. C'était une politique étrangère parce qu'on nous a donné une tâche, un rôle à jouer. C'était une politique étrangère par procuration. Comme c'est le cas aujourd'hui pour le Rwanda qui fait une politique, les cas pour le Rwanda, les cas pour les Kenyans. L'Ouganda aussi. Ça. Voilà pourquoi, et c'est dans cette configuration qu'aujourd'hui nous devons très vite penser notre politique étrangère qui nous soit propre à nous. Alors, vous dites ça, c'est le premier point, que nos frontières étaient poreuses. Donc, les Congos étaient incapables, les Zaïre, de protéger ces frontières. Le deuxième point, c'est du point de vue économique. Okay. Lorsque l'on considère les besoins, en tenant compte de la démographie, en tenant compte du défi du développement, et l'on considère aussi ce que nous avons comme budget aujourd'hui, qu'il faudrait d'ailleurs féliciter parce que ça monte de manière extraordinaire, mais ça ne représente encore rien par rapport aux véritables besoins que nous avons. Okay. Voyez-vous? Parce qu'aujourd'hui, la RDC importe plus de 3 milliards de dollars en termes de produits à consommer. Voyez-vous? 3 milliards de dollars que nous sommes obligés de débourser chaque année pour pouvoir vivre, pour manger, pour boire, pour nous habiller. Donc c'est un manque à gagner pour la RDC. C'est un manque à gagner énorme et cela prouve à suffisance que nous devons très vite repenser notre vision, la vision que nous avons sur l'avenir. Pourquoi? Parce que on ne peut pas prétendre être souverain si on continue à dépenser autant pour pouvoir manger, dès lors que nous avons un des sols les plus riches, 80 millions d'hectares de terres arables, nous avons autant de rivières, où nous avons un fleuve, nous avons des cours d'eau, nous avons des lacs. C'est donc aberrant, c'est vraiment paradoxal d'avoir toutes ces ressources et de continuer à dépenser plus de 3 milliards de dollars à importer ce que nous consommons du jour au jour. Cela prouve... C'est l'inconscience, c'est l'incompétence, c'est manque de leadership ou manque de vision? Je dirais c'est un peu le tout. Okay. C'est un peu le tout. Mais aujourd'hui, quand on regarde les choses de près, l'on peut voir cette lueur d'espoir. Okay. L'on peut voir que la tendance est en train de s'améliorer, de changer. Et ce qu'il faudrait maintenant, c'est d'appuyer davantage sur l'accélérateur pour qu'en 4 ans, en 5 ans, en 10 ans, que nous puissions réellement devenir cette puissance émergente au centre de l'Afrique et qui pilote
les grands enjeux géopolitiques au niveau du continent africain et s'est présenté comme un acteur majeur du point de vue international. Donc, si on peut comprendre, le deuxième point, sur le plan économique, la RDC est faible parce que nous sommes dépendantes. Donc, Oui. la RDC dépend de l'extérieur. Dépend de l'extérieur. C'est-à-dire, nous ne sommes pas en mesure de nous autosuffire. Parce que lorsqu'on parle de la souveraineté d'un État, c'est aussi de se rassurer de son autonomie, son indépendance, pour ne pas dépendre, pour ne pas soumettre sa survie à un autre État. Parce que celui qui vous nourrit peut décider d'arrêter de vous nourrir et de vous asphyxier et vous tuer. Arrêtez de nous faire peur, docteur Selas, parce que nous avons la FEC ici. Il y a un Congolais à la tête de la FEC. Nous avons aussi des Indiens, les Chinois, les gens qui font leur commerce ici, mais nous avons aussi des Congolais. Vous pensez que le gouvernement n'a pas mis en place une politique pour donner la puissance aux opérateurs économiques nationaux? Bon, quand j'ai suivi le discours de Madame la Première ministre, je suivais depuis chez moi à la télé lorsqu'elle a été reçue au Parlement pour son investiture. Il faut dire que c'est un discours assez audacieux. Ok. Je crois que si les moyens sont mis à sa disposition, quand je parle de moyens, je ne parle pas de moyens financiers, mais d'abord de moyens politiques. Parce que ce dont elle a besoin, c'est une grande marge de manœuvre. Elle est assez intelligente, elle est assez brillante. Je pense que si on lui laisse le moyen d'agir et de mettre en exécution ce qu'elle a conçu, ce qu'elle pense être bon, ce dont elle a discuté avec le chef de l'État, je pense que cette femme pourrait demain s'ériger comme étant une des figures emblématiques que le Congo aurait connues en tant que première femme, première ministre. Voyez-vous? Et donc, il faudrait qu'elle ait beaucoup plus de marge de manœuvre. Alors, dans ces projets, dans son discours, parmi les axes, on parle d'un des axes qui voudrait assez que l'on crée plus de 6 millions d'emplois, je crois. Ouais, ouais. OK? Alors, Les gens pensaient que c'est de l'utopie, c'est de la poudre aux yeux, c'est du cosmétique. Maintenant, c'est au gouvernement de prouver. Parce que le gouvernement devait aussi travailler pour regagner la confiance de la population. Nous sommes dans un état où de plus en plus il y a un manque, un déficit de confiance entre les dirigeants, les gouvernants et le gouverné, entre l'élite politique et la masse populaire. Il y a comme une sorte de dissension, comme une sorte de divorce silencieux. Maintenant, je pense que c'est par des actions fortes, par des signaux forts que le gouvernement dira, nous, vous pouvez nous faire croire. Nous faisons ce que nous avons dit et nous allons même au-delà de ce que nous avons promis. C'est possible. Okay. Mais seulement ce qu'il faudrait savoir, c'est que ce n'est pas tellement de la vocation du gouvernement à pouvoir créer des emplois. C'est que le gouvernement, c'est pas tellement de la vocation du gouvernement de pouvoir créer des emplois. Comment ça, le gouvernement est censé créer les emplois? Selon certains économistes qui pensent que le gouvernement a tout le moyen de créer les emplois pour stimuler les secteurs privés à faire... heureusement que vous avez pas créé les emplois pour stimuler, mais plutôt le gouvernement doit créer un environnement propice en termes d'investissement. Okay. Doit créer un cadre juridique sécuritaire, propice, qui te permette, toi et moi, en tant qu'individu, en tant que privé, d'investir, de créer des emplois pour que la masse congolaise qui a l'âge de l'employabilité puisse trouver cet emploi auprès de toi, auprès de moi, en tant qu'investisseur. Donc le gouvernement a menti à la population quand le gouvernement dit il va donner 6 000 emplois. Si le gouvernement ne crée pas les emplois, alors comment les Congolais... Le gouvernement met en place une politique pour que les 6 millions d'emplois soient créés d'ici 2020. Donc ce n'est pas le gouvernement qui donne l'emploi. Le gouvernement, je le répète, crée un espace, un cadre qui nous facilite, toi et moi, en tant que citoyens congolais, en tant qu'étrangers, vivant au Congo, d'avoir accès au crédit bancaire. C'est là où le gouvernement doit travailler. Parce que si toi et moi, nous n'avons pas accès au crédit bancaire, c'est les Chinois, c'est l'Indien qui vient avec son capital. Il crée de l'emploi. Mais seulement cet emploi qui est créé par les étrangers ne va pas garantir
la prospérité nationale à long terme. Ok. Il faudrait que le gouvernement ne crée pas seulement de l'emploi, mais aussi fasse la promotion ou encore facilite la création de ce qu'on appelle une classe moyenne nationale. La classe du milieu. Voilà. Cette classe moyenne-là, on la crée en mettant en place une politique, entre autres, faciliter l'accès au crédit bancaire, faciliter l'octroi des documents qu'il faut, repenser aussi la politique fiscale, parce qu'on dit trop d'impôts, tue l'impôt. Voyez-vous, combien de Congolais aujourd'hui sont obligés de fermer parce que la surtaxation ne leur a pas permis de pouvoir continuer à exercer leurs activités commerciales. Quand ils ferment, à côté, c'est un Libanais qui continue, c'est un Indien qui continue. Il faudrait que le gouvernement aide plutôt les Congolais à pouvoir compétir. Vous avez totalement raison, parce que je suis chef d'entreprise également. J'ai mes affaires, trop de taxes. Sincèrement, ça pose problème. Mais il y a aussi une réalité, docteur. Je précise bien, l'émission s'appelle La Bourse Spirituelle. On invite des scientifiques, les hommes aigles de la nation. Nous réfléchissons au pays. On est dans un labo, on traite tout, on propose aux gens qui gouvernent pour trouver des solutions, parce que peut-être ils sont plus dans la jouissance selon les opposants. Mais je ne dis pas que c'est le cas. On peut quand même réfléchir pour eux. Alors, docteur, comment l'État peut faciliter les entrepreneurs, les gens qui ont des idées, à avoir l'argent, parce que toutes les banques que nous avons ici, c'est des banques étrangères. C'est là où je parlais. C'est inconcevable. C'est ce que j'étais en train de dire. J'ai suivi M. Kindwelo. Kindwelo, le président du Sénat. Président du bureau provisoire. Bureau d'âge. Je l'ai suivi, je crois, sur Top Congo. Il a dit quelque chose de très révélatrice. Il dit, lorsqu'il était à la tête de la banque, la seule banque qu'on avait avec capitaux congolais, à 3 reprises, ils ont été cambriolés. C'était la seule banque que l'on cambriolait. Ils ont été victimes de braquages à 3 reprises. Mais lorsqu'ils ont revendu la banque, plus jamais cette banque n'a été cambriolée. Il y a eu des braquages, braqués. Il n'y a plus jamais elle a été braquée. C'était pour dire, le fait que ce soit une banque tenue par le Congolais, gêné. Ok. Parce que lorsqu'on parle de l'identité d'un peuple, c'est aussi se rassurer que vous lui donnez la fierté, la dignité de se sentir chez soi. Okay. Il ne faudrait pas que pour vivre chez moi, j'aille me plier en 4 parties pour mendier auprès des banquiers ou d'une banque étrangère, dès lors qu'il y a possibilité que nous-mêmes aussi, ici au Congo, que nous puissions avoir des banques avec des capitaux propres aux Congolais. Ce que le gouvernement doit faire, au-delà des actions administratives à mener, il faudrait que le gouvernement mette aussi en place une politique qui tend à changer la mentalité, à toucher à la culture du Congolais lambda, pour que celui-ci puisse finalement se réapproprier de son pays, pour comprendre que ce que je touche comme salaire, ce que je gagne comme argent, ne devrait pas simplement finir dans des dépenses à gauche et à droite, mais devrait aussi être investi. Ainsi, nous parviendrons à créer cette classe moyenne dont a parlé le chef de l'État, et cette classe moyenne va créer des débouchés et mettra en place des entreprises qui, elles, vont engager les Congolais, et ça sera possible qu'on atteigne les 6 millions d'emplois que l'on voudrait créer. Ce n'est pas un miracle, c'est possible. Est-ce que d'abord... Il suffit juste qu'on soit rigoureux, qu'on soit sérieux, c'est possible. Je pose la question même aux gens qui dirigent l'ONEM, parce que le gouvernement a décidé de créer 6 000 emplois. Nous avons combien de chômeurs? Parce que l'ONEM doit avoir des statistiques. Nous sommes dans un pays où nous avons des problèmes de statistiques. Est-ce qu'on sait combien de chômeurs congolais qui existent? C'est déjà un problème. C'est déjà un problème, mais je reviens à ce que j'étais en train de dire. Est-ce que tous les Congolais devaient être employés? Non. Certains Congolais devaient créer de l'emploi. Mais pourquoi les Congolais ne créent toujours pas de l'emploi?
Est-ce que c'est toujours parce qu'on a du mal à avoir un crédit? Mais c'est aussi parce que, Delphin, la culture, l'éducation que nous avons reçue ne nous a pas prédisposés à créer de l'emploi, mais plutôt plus à chercher de l'emploi en lieu et place d'en créer. Pourquoi? Parce que notre système éducatif, contrairement à beaucoup d'autres pays, vous rencontrez des jeunes gens en Afrique du Sud qui, avant même qu'il ne termine ses études, pensent déjà à créer sa propre entreprise. Ok. Donc, à la fois, c'est une responsabilité qui incombe au gouvernement, mais c'est aussi une culture que nous devons inculquer à nos enfants et à nos jeunes gens pour dire qu'il n'est pas normal de finir les études 5 ans après et continuer à attendre que quelqu'un vous embauche alors qu'avec vos $1000, il était possible de commencer quelque chose. Alors, docteur Silas, on est en direct, et je précise, on est en direct sur Canal+. Quelqu'un m'a écrit un message ici. Delphin, est-ce que ton invité sait que les Congolais, dans les sons, c'est un débrouillard? Je lui fais une démonstration. S'il peut aller à Zandou, il va trouver des gens sans moyens, sans l'argent, mais en train de chercher à aider les gens pour avoir gain de cause. Ces gens-là, ils ont une énergie entrepreneuriale. Bon, j'enseigne le leadership entrepreneurial. Le fait que quelqu'un sorte chaque matin à le vendre, revenir, c'est quelque chose à encourager. OK? Mais il faudrait se poser la question, que deviennent ces gens-là 10 ans après en faisant la même activité? Ok. Ceci devait être normalement le début et ne pas voir en cela comme étant une vocation. Ça devait être un des préalables qu'on accomplit pour que demain, vous ne vous employez pas seulement vous-même, mais que vous soyez en même de faire croître vos activités pour en faire une structure qui emploie les autres. OK? Parce qu'un entrepreneur, c'est celui qui répond aux besoins de sa communauté en vendant soit un produit, en échangeant soit un produit, soit en échangeant un service. Le Congolais est un peuple très débrouillard. Mais ici, nous sommes tous conscients qu'il n'existe pas cette classe qu'on appelle une classe moyenne. On a des très riches et du coup, on a des pauvres. Donc, il n'y a pas la classe du milieu. Il faudrait la construire. Et une façon de construire, c'est justement en enseignant aux Congolais cette culture qu'on appelle la culture entrepreneuriale. La culture ou l'intelligence de la vente qui précède la consommation. Faire comprendre aux Congolais que lorsqu'on a l'argent, ce n'est pas d'abord pour consommer, mais l'argent devait être orienté vers l'investissement. Alors, la thématique, la RDC face aux défis impératifs de l'heure. Il nous restait les 3e points avant d'aller aux pistes des solutions parce que les gens risquent de croire que le docteur tire beaucoup. Il n'a pas de pistes et des solutions à proposer. Ah mais je ne faisais que répondre à vos... Le 3e point d'abord, qui prouve que la RDC en étant grand, mais on est quand même fragile. C'est du point de vue diplomatique. Nous sommes aujourd'hui comme victimes d'un complot international. Nous avons l'impression que nous sommes abandonnés à notre propre sort. Tout le monde est contre nous. Cela prouve que quelque part, les gens n'ont pas encore compris jusqu'où nous sommes en train de souffrir et de quoi nous sommes en train de souffrir. Alors aujourd'hui, il faudrait aussi encourager nos autorités pour les différentes actions menées sur le plan diplomatique. OK? Tous ces plaidoyers à gauche et à droite qui disent au monde que nous ne voulons plus être un théâtre de combat, nous ne voulons plus être cet espace où tout le monde peut venir piller, faire ce qu'il veut. Nous voudrions changer de posture pour devenir un véritable acteur qui assure son indépendance, cesser d'être un État intendant, OK, pour devenir un État indépendant. S'il vous plaît, et pour cela, la RDC est un État... qu'on cesse d'être un État intendant, OK. c'est-à-dire un État à qui l'on donne la mission de surveiller des biens, mais des biens qui ne lui appartiennent pas. OK. Et pourtant, ces biens doivent d'abord nous appartenir. Mais pour que ces biens nous appartiennent, il faudrait que nous nous présentions dans la posture d'un État indépendant. C'est-à-dire un État qui s'assume. Souverain. Un État souverain. Okay. Or, un État souverain, comme je le disais tantôt, c'est aussi cet État qui est capable de défendre l'intégrité
de son territoire. Et pour défendre l'intégrité de son territoire, il faudrait que cet État mette assez de moyens pour la construction ou l'érection d'un système défensif sécuritaire assez fort. Aujourd'hui, c'est notre armée, nos services de renseignement, notre police. Et pour cela, il faut des moyens. Des moyens pour construire non pas seulement une armée dissuasive, républicaine, une armée nationale, mais aussi une armée qui soit capable d'être exportée pour assurer la sécurité d'Elfin, même en dehors du territoire. Vous savez, en géopolitique, on dit qu'on ne protège pas l'objectif dans l'objectif. C'est-à-dire, notre armée sera cette armée que l'on va craindre lorsqu'on la verra aussi déployée à l'extérieur du territoire national pour jouer un rôle qu'on va lui assigner. Une question pour vous. Monsieur Delphin, demandez au professeur Silas, qui enseigne le leadership. La RDC, face aux déclarations de Ruto, le président du Kenya, est-ce c'est monsieur ne se moque pas de nous quand il regardait notre président en face, mais lors d'une émission, il nous a critiqué, lui comme enseignant de leadership. Qu'est-ce qu'il pense? Quelle est l'attitude que la RDC devrait avoir face à ces pays ennemis? C'est ce que j'étais en train de dire quand on parlait du troisième symptôme qui prouve que nous sommes un État, un pays faible, mais reconnaître aussi qu'aujourd'hui nous sommes en train de nous guérir, de nous restaurer. C'est qu'il faudrait comprendre ici, il n'y a aucun pays au monde qui existe pour aider le Congo. Vous dites? Il n'y a aucun pays au monde qui existe pour aider le Congo. Mais nous sommes dans plusieurs structures, SADC, l'EIAC, ainsi de suite. La RDC demande de l'aide, les soutiens des autres. Le fait que nous soyons dans une même structure, dans une même organisation régionale, n'empêche pas que des États membres d'une même organisation puissent s'entrer dedans dans la poursuite de leurs intérêts. Okay. Ça peut arriver. Il n'y a pas de camaraderie entre États. Il n'y a que poursuite des intérêts. Chaque État doit être prêt pour la poursuite de son intérêt national à blesser les autres États. À blesser? À blesser les autres États. Donc c'est le cas du Kenya qui nous a blessés? C'est le cas du Kenya qui nous blesse aujourd'hui. Okay. Et nous ne devons pas dramatiser cela. Nous devons plutôt nous remettre nous-mêmes en cause et essayer de construire une politique qui pousse les Kenyans à ne plus jouer ces sales jets en se disant qu'est-ce que je perds en me faisant traître ou ennemi au Congo. Okay. C'est là où je disais qu'on ne peut pas séduire autant si on ne se fait pas d'abord respecter. Voyez-vous, on devrait prendre cette posture d'un État que l'on respecte, que personne ne veut attaquer frontalement. Les Kenyans veulent s'arroger un rôle, le rôle du leader régional. Les Kenyans voudraient jouer le rôle que le Rwanda a joué hier, que les Zaïre de Mobutu a joué rôle, et pourtant, normalement, c'est nous qui sommes censés jouer ce rôle, suite à 2 ou 3 facteurs qui nous prédisposent à jouer ce rôle. Parmi ces facteurs, c'est notre position géostratégique. Okay? C'est aussi notre vocation pour pouvoir, par la résilience, nous remettre en cause pour dire, nous considérons que nous n'avons pas d'amis, mais nous ne voulons pas aussi transformer tous ces États comme étant des ennemis, mais nous voulons que nos intérêts soient défendus par le Congo et par le Congo lui seul. Si le président Ruto dit ce qu'il dit, cela ne l'engage que lui. Et quelle est l'attitude de la RDC face à ces dires? Parce que lui... C'est de prouver que tout ce qu'il dit ne tient pas debout. Nous ne sommes pas un État qui a besoin d'un avocat pour plaider à sa faveur. Nous sommes un État assez fort. C'est le pays de Lumumba. C'est le pays de Kimbangu. C'est le pays de Kabila, Mouzé. C'est le pays de Mobutu. C'est le pays de tous ces héros. C'est ce pays à cause de qui s'est tenue la conférence de Berlin. C'est ce pays qui est censé être le pilote. C'est ce pays qui est censé être la locomotive. Donc, nous devons vite nous remettre en cause pour mettre fin à toutes ces guerres qu'on a en interne, parce qu'on ne peut pas être une puissance en international si on est parasité
par des faiblesses en interne. Alors, c'est ce que... D'où, il faudrait d'abord que nous commencions par être une puissance en interne avant de se présenter comme une puissance internationale. Et être une puissance en interne passe par la bonne gouvernance. Okay. Être une puissance interne, en interne suppose que l'on a réduit ces gaps qui existent entre les gouvernants et les gouvernés. Retravailler la confiance, c'est le devoir, c'est ce que le gouvernement de Mme Judith doit faire. Regagner la confiance de la population parce qu'un État ne peut pas se battre, même diplomatiquement parlant, contre les intérêts des autres États, pour ses propres intérêts, s'il n'a pas le soutien populaire de sa population. Or, le soutien de la population vient aussi lorsque la population comprend que tout ce que le gouvernement font, ils le font pour notre intérêt. Pour notre intérêt, vraiment on est en train de citer le docteur Silas avant d'aller, avant de proposer les pistes des solutions. J'ai suivi l'honorable Bitakwira qui a dit pourquoi la RDC elle est très lente pour prendre les décisions. Vous avez des discours nostalgiques, mais sur le plan pratique, la RDC elle est mou. Aujourd'hui, avec le Rwanda, il semble que nos relations sont encore en bon terme. Il semble parce que il y a l'échange entre les deux pays. Jusqu'aujourd'hui, les Kenyans parlent. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas une décision claire de la part de notre pays. Donc, demain, ça serait l'Angola, ça serait le Brazza. Est-ce que la RDC ne peut pas prendre la décision face à ses ennemis parce que vous avez dit ça, moi je prends telle décision, je m'assume. Est-ce qu'on a peur que si on prend de telles décisions, nous serons asphyxiés, malgré notre grandeur? Bon, écoutez, on ne dirige pas un État par les émotions. Vous dites. On ne dirige pas un État par les émotions. Ce n'est pas parce que elle a réagi qu'il faudrait aussi réagir de manière épidermique. Un État, c'est conduit par l'intelligence. L'on tient compte des tenants et des aboutissants, des avantages et des désavantages. Qu'est-ce que nous gagnons, qu'est-ce que nous perdons? Il ne faudrait pas penser que la seule décision à prendre, c'est seulement aller en guerre. Déjà, il ne faut pas commencer une guerre qu'on n'est pas sûr de gagner. La meilleure façon de remporter une guerre, c'est de la remporter sans la livrer. C'est-à-dire, vous rencontrez les objectifs sans pour autant recourir par la force. Nous avons des voies diplomatiques que l'on peut utiliser aujourd'hui. Les différents voyages que le chef de l'État est en train de mener à travers le monde, faire ses plaidoyers, c'est aussi pour dire au monde que nos partenaires régionaux ne sont pas sincères vis-à-vis de nous. Voyez-vous ? Ne sont pas sincères vis-à-vis de nous. Dire qu'il y a entente quand je suis le chef de l'État, parlant du président Kagame, quand je suis le président Kagame il y a 2-3 jours, parlant du Congo, je ne dirais pas qu'il y a attente. Non. Nous ne sommes pas... Est-ce que nos frontières sont fermées? Non. Non. Écoutez, pourquoi? Non. Du moment qu'on a identifié le Rwanda comme un pays agresseur. Écoutez, il ne faut pas toujours parler, il ne faut pas dire ce que le Congolais l'a dit. Je parle de l'honorable Bitakwira, un scientifique, député national, ancien ministre. Je ne vais ni contredire l'honorable Bitakwira, ni commenter sur ce qu'il a dit, d'autant plus que je ne l'ai pas attendu moi-même, je parle en tant que scientifique. Le fait qu'il y ait ouverture, qu'on ne procède pas à la fermeture des frontières ou au rappel des différentes représentations diplomatiques ne signifie pas que vous êtes en bon terme. Ok. Il ne faudrait pas penser cela. Parce qu'on peut même aller en confrontation directe sans pour autant fermer les frontières. Parce que il faudrait aussi savoir ce que ces frontières représentent pour nous. On peut faire la guerre à gauche et continuer à bénéficier à droite certains intérêts d'ordre commerciaux pour la survie de nos citoyens. Monsieur Alès, une question directe. Si la RDC ferme ses frontières avec le Rwanda, quel est le pays qui va être le pays perdant? Est-ce la RDC ou c'est les Rwandais? Tous les deux vont perdre. Tous les deux vont perdre. Il y a des Congolais qui habitent Gisenyi, il y a des Rwandais qui habitent le Goma. Déjà, il ne faudrait pas continuer. Moi, je n'apprécie pas cette façon
de penser les problèmes sécuritaires du Congo en faisant simplement une fixation sur le Rwanda. Nous n'aurons pas la paix parce que le Rwanda a décidé de récupérer les M23. On ne les dit peut-être pas, mais moi j'ai le courage de les dire. On n'aura pas la paix simplement parce que le Rwanda a décidé de récupérer les M20, de retirer les M23. Pourquoi je l'ai dit? Pourquoi? Parce que même avant les M23, à l'est de la République, il y avait déjà plusieurs groupes armés. Il y a une fixation que l'on a fait sur les M23, qu'on a fait sur le Rwanda, et qui, quelque part, a grandi le Rwanda aux yeux de l'opinion internationale. Parce que le Rwanda, c'est un commissionnaire crédible de la communauté internationale. On ne parlait pas assez des ADF. On ne parlait pas de Motomboki. On ne parlait pas des autres. Voyez-vous? Donc, je pense, d'ailleurs, c'est avec le Rwanda, le Rwanda, de manière par des voies diplomatiques, on peut taire les M23. Par des voies diplomatiques. On peut taire les M23. Mais est-ce pour autant que nos frères qui sont à Béni, nos frères qui sont à Rutshuru, qui sont partout à l'est de la République, dans la partie orientale de la République, retrouveront-ils la paix? Il faudrait voir le mal dans son ensemble. Les M23 constituent un des acteurs majeurs dans l'insécurité qui servit à l'est du pays, mais ce n'est pas le seul. Sinon, on risquerait de guérir la fièvre sans guérir l'infection. C'est très profond, docteur Silas Makangu, pasteur responsable de l'église à Cité Rama, scientifique, écrivain. Je vous donne 2 minutes avant de vous poser la dernière question. Quelles sont les bonnes solutions si les dirigeants sont en train de vous suivre, les décisions à prendre, qu'est-ce qu'il faudrait faire en urgence pour sortir dans ces pétrins? Première chose qu'il faudrait faire du point de vue militaire, il faudrait que nous parvenions à nous mettre d'accord que notre armée est à reconstruire et il faut le faire le plus vite possible. Quand je parle de l'armée, je parle d'une armée, comme je le disais, républicaine. Okay. Une armée qui n'obéit qu'au drapeau et non pas aux individus. Une armée qui ne se comporte pas comme une milice. Une armée disciplinée. Parce qu'aujourd'hui, certains pensent que le problème de l'armée congolaise est un problème d'effectif, alors qu'en réalité, ce n'est pas un problème d'effectif. Le problème qu'on a au sein de l'armée aujourd'hui est un problème de commandement. Nous avons au sein de l'armée certains militaires qui ne font allégeance qu'à leurs anciens chefs rebelles. Il faudrait aujourd'hui créer une véritable chaîne verticale au sein de l'armée, parce que l'armée, c'est la mère de la discipline. La discipline, pardon, est la mère des armées. L'armée, c'est aussi le commandement. Autre chose il faudrait nous rassurer que les hommes qui vont se battre sous les drapeaux pour défendre l'intégrité de notre territoire soient aussi pris en charge comme il se doit. On ne demande pas qu'ils soient payés parce qu'il n'y a aucun pays au monde où le militaire est payé de manière luxueuse. Voilà pourquoi on parle de la solde. Okay? Mais il faudrait que celui qui va se dise, s'il faut mourir, j'aurai raison de mourir parce que ça vaut la peine, mais aussi parce que je crois que ma famille derrière sera prise en charge. Et le chef de l'État est en train de mener assez d'efforts là-dessus. Ça, il faudrait encourager. Voyez-vous, il faudrait que ce soit une armée qui soit républicaine et dissuasive. Dissuasive aussi partant de la qualité de son arsenal. Une armée dissuasive, c'est l'armée que le voisin réfléchisse, qui pousse le voisin à réfléchir 3-4 fois avant de s'aventurer à occuper ne fût-ce qu'1 cm² du territoire, parce qu'il a peur de la représailles. Et cette armée-là devrait être composée des hommes achevés. Cette armée devait être composée des hommes en qui l'on voit, on voit ces marques, ces cicatrices de la patriocratie, capables de se battre, non pas pour le président de la République, mais pour la République. Et aussi, un opposant m'avait dit qu'il faut dépolitiser l'armée. Il faudrait dépolitiser l'armée parce que nous ne sommes pas un pays comme le Congo, entouré de 9 voisins, ne devrait pas blaguer avec la question sécuritaire.
Nous avons 9 voisins, ça fait 9 partenaires, ça fait 9 marchés pour des échanges commerciaux, mais ça fait aussi 9 ennemis. Et nous devons avoir une armée qui soit capable de nous défendre contre la Tanzanie, contre la Zambie, contre le Congo-Brazza, contre l'Angola, contre l'Ouganda, contre le Rwanda, contre la République centrafricaine. Voyez-vous? Donc, il faudrait que ce soit une armée civiquement et moralement constituée des hommes qui comprennent l'essence de leur vocation. Alors, docteur Silas, vraiment le temps nous fait défaut. La dernière question, l'homme de Dieu, on a vu le chef de l'État aller dans les deux grands deuils, si on peut les dire ainsi, de Maman Blanche, la femme de Marcelo Tounassi. Aujourd'hui, le chef s'est rendu aussi au stade Tata Raphaël. Pour le révérend Barouti. Pour le révérend Barouti. Quelqu'un m'a dit, il ne nous a pas vus dans les deuils de Marcelo, du moment qu'il sait que vous êtes en bon terme. Pourquoi Dr Silas n'était pas là? Est-ce vrai? Ah non, c'est faux, c'est faux, c'est faux. J'étais là. Les gens cherchaient dans... Non, j'étais là du début à la fin. Tous les jours, j'étais là, tous les jours. Ok. Ce n'était pas seulement une maman pasteur qui était morte, c'était une belle-sœur qui était morte, c'était l'amie à mon épouse qui était morte. Donc j'étais là, je profite pour témoigner toute ma sympathie et mes compassions au pasteur Marcelo, mais aussi à la famille du pasteur Barouti. Perdre une épouse, c'est pas chose facile. Perdre un père, une icône, un baobab comme le révérend Barouti Kassongo, un homme très pacifique, très jovial, très ouvert, ce n'est pas facile. Mais il faudrait ici reconnaître une sorte de consolation que je ressens en tant qu'homme d'église quand je vois le couple présidentiel venir dans le funérail qui frappe l'église, ce qui prouve qu'ils ont compris que l'Église fait partie intégrante de la société congolaise. C'est aussi quelque part pour témoigner à la face du monde et de la République tout entière que le travail que fait le pasteur est quand même ressenti et apprécié à un certain niveau de la République. C'est un encouragement pour le pasteur pour dire que vous ne travaillez pas en vain, vous ne vous battez pas en vain, même à distance, on vous observe. C'est vrai que le président n'ira pas à tout le deuil du pasteur, mais au moins ce qu'on a vu cette semaine, je suis très touché. Je suis très touché et je peux dire que Dieu bénisse le président de la République. Donc, vous les pasteurs, vous vous êtes sentis aimés, considérés par l'humanisme de ces couples présidentiels? Ils ont agi en tant que parents, en tant que pères dans la nation. C'était pas une obligation, mais c'est un geste très très significatif. Alors, docteur Silas, il était aux obsèques des Mamans Blanches et de pasteur Barouti. Il ne faut pas dire des choses que vous ne maîtrisez pas, l'homme de Dieu. Il est en bonne relation avec tout le monde. Mais 30 secondes, est-ce que vous, si vous avez pardonné les pasteurs, le prophète Denis Lessi, parce que vous avez demandé, vous tous, pardon par rapport à ces dires, vous l'avez pardonné? Il ne m'a rien fait de mal. Non, j'ai dit, vous l'avez pardonné comme pasteur, parce que vous avez suivi ce qu'il avait dit? Il ne m'a rien fait. En tout cas, que Dieu le bénisse. C'est vrai, j'ai appris qu'il a demandé pardon. Et je vois que tous ceux qui ont été vexés par ses propos ne peuvent que le pardonner. Vous êtes sûr de ce verset? Ceux-là, pas moi. Je n'ai jamais eu de problème avec lui et je n'ai jamais eu de problème avec un autre pasteur. Ok. Merci, docteur Silas. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Comprenez, c'est un homme sage. Merci à vous et merci à l'équipe qui m'a accompagné derrière la caméra, Yann. Et de l'autre côté, Patrick. Voilà, Patrick était là et la réalisation assurée par... Monsieur Fils et Fili, l'homme intelligent, même s'il est seul, il peut tout faire. Suivez la diffusion de cette émission, les directs de cette émission, c'est chaque dimanche, ici à l'Univers Télévision, Canal+, fréquence 363, chaque dimanche à 20h. Et aussi la rediffusion, chaque lundi à partir de 13h10. Et notre RDC est possible. Au revoir.